Ok, merci d'être là. Vous êtes venus parce qu'on va parler de sécurité sur la route de vos vacances. Donc, je vais faire un disclaimer tout de suite. On va parler de sécurité, pas de cybersécurité. Je suis désolé pour ceux que ça intéressait. L'idée de ce talk, c'est de vous faire découvrir un peu qu'est-ce qui se cache quand vous empruntez un tunnel, ce que vous voyez, ce que vous ne voyez pas surtout. Euh, Pourquoi je fais ce talk-là? Eh ben, en fait, il faut revenir 25 ans en arrière pour les plus anciens d'entre nous. C'est l'entrée du tunnel du Mont Blanc, ça. Et au mois de mars 1899, il y a un poids lourd qui a pris feu dans le tunnel du Mont Blanc. Le feu a duré 53 heures. 53 heures, ça fait plus de 2 jours et demi. Des températures qui ont pu atteindre plus de 1000 degrés. Il y avait 34 poids lourds, 9 voitures, une moto et 2 véhicules de secours qui ont été détruits. Il y a 39 victimes, dont un pompier français, un secouriste italien. À la suite de ça, il y a eu un procès qui a eu lieu. Et les résultats de procès, ils ont vraiment été terribles en termes de conclusion pour les sociétés d'exploitation du tunnel. Alors, je vous les cite en vrac, hein. Capacité d'extraction des fumées toxiques limitée, mauvaise utilisation des conduits d'extraction de fumée, fonctionnement inadapté des feux de signalisation, absence de galerie de sécurité, mauvaise coordination des postes de commande franco-italiens, consignes de sécurité inadaptées, moyens d'intervention inexistants, etc., etc. Voilà. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Benjamin Marron. Je suis développeur depuis 1996. Beaucoup d'entre vous ne devaient pas être nés. Je suis couteau suisse chez Enfracis. Enfracis qui fournit des solutions de sécurisation et de supervision d'infrastructures de transport. On va découvrir ce qui se cache derrière tout ça dans les slides qui suivent. Et puis, il y a 2-3 handles pour les réseaux sociaux si vous voulez me suivre. Donc, il y a eu pas mal de conséquences suite à cet incendie. Il y a une prise de conscience générale et pas seulement des techniciens et des gens qui travaillent dans les tunnels sur le fait que ces ouvrages... Ah, excusez-moi, j'ai oublié. En fait, quand on rentre dans un tunnel, on met des EPI, veste haute sécurité, haute visibilité, un casque. Normalement, des chaussures de sécurité, un pantalon adapté. Vu la température, je n'ai pas fait ça, mais bon. Bref, les gens se sont rendus compte que les tunnels, et il y en a beaucoup en France, les tunnels, ça pouvait être dangereux, voire très, très dangereux. Du coup, ça a entraîné un état des lieux au niveau de la France, de l'état, justement, des tunnels français. Et puis, ça a eu aussi pour conséquence que la réglementation au niveau européen a évolué en introduisant un examen périodique de l'état de l'ouvrage de génie civil, et puis des exercices de sécurité réguliers obligatoires. Il y a eu donc des conséquences au niveau génie civil, par exemple, où les tunnels existants devaient maintenant avoir des galeries de sécurité pour permettre aux moyens de sécurité d'intervenir au plus près du lieu de l'incident, mais aussi aux usagers de pouvoir s'échapper en toute sécurité. Des usines d'extraction de fumée à partir d'une certaine longueur de tunnel, des niches de sécurité, des lits d'arrêt, des choses comme ça. Il y a eu des évolutions aussi en termes d'équipement, parce qu'on s'est aperçu que quand il y avait des équipements dans ces tunnels, eh ben, ils étaient souvent vieux, obsolètes. Donc on a rénové les équipements existants et surtout on en a rajouté quand il n'y en avait pas. Et enfin et surtout, il y a eu une vraie évolution au niveau des systèmes qui gèrent tout ça pour superviser et maintenir les équipements qui sont dans les tunnels. Et donc, on va pas parler de génie civil parce que ce n'est pas du tout le domaine de mon entreprise, mais je vais vous présenter un petit peu tout ce qui est par la suite, notamment en termes d'équipement et de système, comment nous, on intervient pour
mettre en place des solutions pour assurer la sécurité des usagers. Alors, en fait, dans un tunnel, là, c'est un beau schéma que j'ai repris sur le site du tunnel du Mont-Blanc. Il y a du génie civil, donc là, on peut les voir. Vous avez des lits d'arrêt, des endroits où les véhicules peuvent s'arrêter. Vous avez des niches de sécurité où les gens peuvent se mettre en sécurité, appeler le PC réseau. Il y a des galeries d'évacuation. Donc, par exemple, là, au Mont-Blanc, ils ont choisi de faire passer les galeries d'évacuation sous les voies des tunnels. Ils n'ont pas creusé de deuxième tube. À Lyon, par exemple, sur le tunnel sous la Croix-Rousse, ils ont creusé un deuxième tube. Donc, il y a vraiment les deux qui ont été pris. On va parler un petit peu d'équipements qui existent. Donc, on va retrouver des équipements visibles, ceux que vous voyez beaucoup. Donc, ça, c'est un extracteur d'air. C'est quand vous regarderez la prochaine fois que vous prenez un tunnel au plafond, vous voyez. Très régulièrement, vous voyez des gros ventilateurs. Quand je dis c'est des ventilateurs à mes collègues, je me fais taper sur le doigt. Ils me disent non, non, c'est pas des ventilateurs, c'est des accélérateurs. En fait, l'idée, c'est de diriger le flux d'air au bon endroit, suivant la longueur du tunnel, soit de faire sortir les fumées à l'extérieur, soit, si c'est un peu plus long et qu'il y a une usine d'extraction, au contraire, de ramener les fumées vers l'usine d'extraction. Donc ça, c'est gros. Hein. Je vous ai mis une photo où on voyait justement à côté des collègues qui sont à côté pour vous montrer un petit peu la taille de l'engin. On va retrouver tout ce qui est éclairage. Donc ça, vous les connaissez par cœur. C'est des lampes au sodium ou des LED pour les plus récentes au plafond. Et puis on va retrouver les petits points bleus sur les côtés. On en reparlera à la fin. Donc ça, c'est vraiment des choses visibles. Vous avez tout ce qui est signalisation. Donc des signalisations, vous en avez en entrée de tunnel. Vous en avez dans le tunnel. Vous ferez attention, vous en avez aussi avant le tunnel. Vous avez un portail de signalisation un petit peu avant le tunnel. Tous les tunnels sont faits comme ça. Vous verrez. Je vous dis, quand vous aurez fini ce talk, vous ne rentrerez plus dans un tunnel de la même manière qu'actuellement. Et puis, vous avez des niches de sécurité. Alors, une niche de sécurité, c'est un petit emplacement qui est en surpression. Parce que comme ça, si c'est enfumé à l'extérieur, en fait, la fumée reste à l'extérieur, ne rentre pas dans la niche. Donc ça, c'est tout ce que vous voyez. Et puis après, vous avez plein de choses que vous ne voyez certainement pas ou peu. Par exemple, très souvent, à côté des accélérateurs, vous avez un petit capteur de vibration. Pas très gros, d'accord. Mais c'est important parce que si l'accélérateur vibre, on va essayer de l'arrêter parce que s'il vibre trop, il peut tomber. Et on va essayer d'éviter qu'il tombe. Et s'il tombe, on va essayer d'éviter qu'il tombe sur un usager. Donc ça, c'est vraiment des choses petites. Vous avez des capteurs de pression dans la niche de sécurité. Vous avez des capteurs d'ouverture de fermeture de porte. Donc ça, c'est vraiment des petites choses comme ça. Et puis, il y a plein de choses dans un tunnel que vous ne voyez pas. Il y a des pompes de relevage, par exemple, parce qu'il y a des infiltrations d'eau. Il y a des locaux techniques qui hébergent tout un tas de systèmes pour assurer l'alimentation électrique du tunnel. Il y a des bassins de rétention qui sont un petit peu à l'écart. Il y a des choses comme ça. Et tous ces équipements, c'est ce qu'on appelle des équipements dynamiques. Et ces équipements-là, en fait, il faut les monitorer. C'est des équipements le plus souvent électromécaniques, c'est-à-dire qu'on lui donne une information électrique et lui, il transforme ça en choses mécaniques, typiquement l'accélérateur, une barrière, on fait ouvert, fermé. On en a d'autres qui sont un petit peu plus évolués, où en fait, on va récupérer ou donner de l'information numérique, un thermomètre par exemple. Donc, nous, on installe. J'ai des collègues qui sont électriciens, qui installent ces équipements de sécurité. Ils interviennent soit sous balisage, quand le tunnel reste ouvert. Donc là, c'est juste des cônes. Et mais là, c'est une nacelle, par exemple, une nacelle ciseau. Ils sont en train d'intervenir sur un accélérateur, justement, avec une voiture vigie. Toujours, vous verrez toujours ça. Soit, si c'est possible, ils ferment le tunnel. Alors, les exploitants, ils évitent de fermer le tunnel parce que c'est une perte d'exploitation, sauf quand ils peuvent détourner le trafic ailleurs. Sur autoroute, par exemple, on peut fermer un tube
En fait, la circulation se fait à double sens sur le tube du sens inverse. En ville, sur les tunnels urbains, ils peuvent se permettre de faire une fermeture complète parce que les automobilistes peuvent emprunter très souvent un itinéraire de délestage qui n'est pas forcément à leur avantage, mais ils peuvent le faire. Donc ça, c'est mes collègues électriciens qui s'occupent de ça. Ils travaillent souvent la nuit pour justement d'éviter les heures où il y a la plus grosse affluence et de gêner les usagers. Donc, pour leur envoyer de l'électricité, c'est pas juste on a un interrupteur hein, pour leur dire mets-toi en route, ou arrête-toi, ouvre la barrière, ferme la barrière. Il y a des automates. Donc là, un automate avec une UC, une unité centrale, qui est le gros truc noir là au milieu. Et tout ce qui est à côté, c'est des cartes d'entrée-sortie. Un automate, il peut gérer jusqu'à 32 cartes d'entrée-sortie, peut-être même plus maintenant sur la dernière version. Cet automate, c'est lui qui parle aux équipements. Il sait comment leur parler. Chaque fournisseur d'équipement a son propre protocole très souvent, etc. Donc lui, il sait comment leur parler grâce à ses cartes d'entrée-sortie. Ces automates, la plupart du temps, on va leur donner une commande qui va être ouvre la barrière, ferme la barrière. Mais aussi, il arrive qu'ils aient du code vraiment métier. Ce qu'on va coder dans un automate, c'est vraiment de la logique métier critique. Par exemple, tout ce qui est logique de désenfumage d'un tunnel. Ça ne peut pas être donné à un système informatique très haut niveau, parce que le système informatique, quand il y a un incendie, il peut avoir perdu la com avec son automate. Donc, on va commander un automate, on va juste lui donner désenfume telle partie du tunnel, et lui, il va savoir ce qu'il a à faire. Il va commander plein d'équipements pour faire ce qu'il a à faire. Donc ça, c'est mes collègues automaticiens qui font ça. Donc, pour développer un automate, eh ben, on fait ça soit avec de la programmation, je ne sais pas, mais alors absolument pas ce que ça fait, ne me demandez pas. Hein. Donc ça, c'est de la programmation de type Graph7, c'est ce qui se dit. Autrement, de plus en plus, on retrouve des ateliers de développement qui sont fournis par les constructeurs d'automates, où ça ressemble un peu plus à ce qu'on a l'habitude de faire, nous, développeurs, avec un IDE un peu embarqué. Donc ça, c'est les collègues automates qui font ça, automaticiens. Ils programment des automates. Sauf que, vous l'avez vu, l'automate, il est avec les équipements, il est dans le tunnel. Et on ne va pas mettre un régulateur, un superviseur dans chaque tunnel pour voir un petit peu l'état du tunnel. Donc, ce qui existe, c'est des logiciels de supervision, où là, le but de ce logiciel-là, c'est vraiment d'avoir l'état technique de tous les équipements d'un tunnel. C'est-à-dire que là, on va savoir très exactement tel panneau, il est allumé soit avec la croix rouge, soit avec la flèche verte. Telle lampe, vraiment, une lampe, elle est allumée, elle est éteinte. D'accord ? Mon accélérateur, il est en route, il n'est pas en route. S'il est en route, à quelle vitesse il tourne? Mais on a même des choses un peu plus intéressantes, c'est-à-dire qu'on sait s'il n'est pas en route, mais s'il tourne encore. Parce que ces gros machins comme ça, quand il commence à tourner, si on lui dit arrête de tourner, il ne s'arrête pas tout de suite. Hein. Il faut lui laisser le temps. Donc, très souvent, on sait qu'il continue de tourner jusqu'à l'arrêt complet, et seulement quand il a l'arrêt complet, par exemple, on peut lui changer de sens. Parce qu'en plus tard, tu pousses d'un côté, tu pousses de l'autre. Donc, c'est des choses, ça, qu'il faut connaître. Et donc, très souvent, ça, c'est des progiciels. Ces progiciels-là, ils ont aussi des calculs d'alarme. C'est-à-dire qu'on peut leur définir pour un équipement, par exemple, pour un thermomètre, on va lui dire, il y a un certain seuil, un détecteur de vibration, par exemple, on va lui dire, à partir de tel seuil de vibration, tu vas émettre une alarme à l'opérateur parce que ton accélérateur, il vibre trop. Il y a un problème. Donc, il va avoir une certaine logique métier pour permettre d'alerter un mainteneur en disant, attention, là, vraiment, typiquement, à cet endroit-là, dans le tunnel, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Donc, il faut peut-être envoyer quelqu'un sur place pour qu'il vérifie. Enfin, très souvent, on envoie quelqu'un sur place pour qu'il vérifie. J'espère. Donc ça, on connaît l'état d'un équipement dans un tunnel. Donc ça, c'est les mainteneurs, c'est les gens qui font vraiment la maintenance des équipements qui ont besoin de ça. Sauf que les gens qui vont vraiment s'occuper de la supervision d'un tunnel,
Eux, ça ne les intéresse pas d'avoir la vue détaillée, de savoir exactement, eh ben, tiens, ce luminaire, là, il ne marche plus. Eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est, en gros, est-ce que le tunnel, il est éteint, allumé, etc. Donc, pour ça, il y a des systèmes d'aide à l'exploitation. Le système d'aide à l'exploitation, lui, il permet d'avoir un état synthétique de votre tunnel. C'est-à-dire qu'il va vous permettre de dire, voilà, mon tunnel, il est allumé. Ma signalisation, globalement, je suis avec les 2 voies de circulation ouvertes, où j'ai une voie ouverte, une voie fermée. Je ne sais pas exactement, est-ce que tous les panneaux, ils sont tous en voie verte ou pas verte. J'ai le synthétique, j'ai la voie de gauche, elle est ouverte, la voie de droite, elle est fermée. Et c'est à partir de ça, de ces systèmes d'aide à l'exploitation, que le superviseur, lui, va pouvoir déclencher des procédures d'exploitation vraiment de tunnel. Du genre, il y a un incendie, je veux fermer la voie lente, je veux fermer la voie rapide, etc. Et ça, en fait, ça va déclencher quoi? Ça va déclencher tout un tas de scénarios. Par exemple, je veux fermer la voie lente. Et ben, en fait, on va mettre toutes les croix rouges sur tous les feux d'affectation de voie. On va fermer les barrières en amont. Dans les signalisations tête de tunnel et en avant tunnel, on va mettre le petit panneau en disant il faut voir abattre, etc. Donc ça, c'est vraiment des procédures d'exploitation. Ce n'est pas des procédures unitaires sur un équipement. Et ça, c'est vraiment, alors, les superviseurs, les régulateurs, ça dépend des clients, comment ils appellent. Et donc, nous, on fournit ça aussi. Et ça ressemble à ça. Voilà. Donc là, on n'a plus, c'est la même vue que celle-là. D'accord. Donc là, on voit, je n'ai pas caché le nom du tunnel, ça dira peut-être des choses aux gens qui habitent dans le sud. Là, on voit chaque feu d'affectation de voie, il est en croix rouge, il n'est pas en croix rouge. Et en fait, quand il est dans la supervision, on voit juste la signalisation de tête de tunnel et puis après la signalisation dans le tunnel. Vous remarquerez que tout au bout, il y a des croix rouges. Là, vous ferez gaffe aussi. En fait, tous les feux d'affectation de voie, ils sont à double sens. C'est-à-dire que vous regardez, quand vous sortirez d'un tunnel, vous regardez celui d'à côté, vous vous apercevrez qu'il y a une signalisation qui dit les voies sont fermées. Des fois qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris qu'il était à contresens. Ok. Donc, en termes d'équipement, ça, c'est un petit tunnel, il fait 350 mètres carrés, 350 mètres tout court, pas carré. Et ça représente à peu près 375 équipements dynamiques, donc qu'il faut monitorer via le système de l'exploitation, via la supervision. 375, c'est pas beaucoup, mais en fait, en termes de points de données qu'il y a à gérer, ça représente plus de 1500 points de données. Entre est-ce qu'il est fonctionnel, est-ce qu'il est ouvert, fermé, est-ce que mon accélérateur il est en train de tourner alors qu'il est arrêté, etc. Le tunnel du Mont Blanc, c'est 11 000 équipements. Donc, je vous laisse imaginer en termes de volume de données, faites à peu près x4, x5, ce qu'on peut traiter en tout le temps, en fait. Il faut tout le temps que ce soit up, bien évidemment. Donc, si on résume l'architecture, on va retrouver nos équipements dynamiques, nos automates, notre supervision et notre système d'aide à l'exploitation. Donc, la communication entre nos équipements et l'automate, très souvent, c'est du propriétaire. Donc là, c'est mes collègues automaticiens qui se tapent à chaque fois les normes, comment je parle à tel automate, qu'est-ce que j'envoie sur telle carte d'entrée-sortie, etc. L'avantage d'après, c'est que l'automate, lui, il parle dans un langage standard, qui est de l'OPCUA. Donc ça facilite grandement les choses pour les intégrateurs en termes de supervision et en termes de système d'exploitation. Et donc là, dans le système qui nous intéresse, après, c'est une socket, parce que ça, c'est développé il y a longtemps, trop longtemps. Et justement, je vais faire un focus là-dessus. Nous, on est intervenu dans la rénovation de ces IHM-là. Alors, moi, je vous montre que des IHM tunnels, parce que c'est le marché que nous, on avait. Mais à SAE, en fait, il gère l'ensemble de la concession autoroutière, avec les tunnels et puis avec tout ce qui est voie ouverte. D'accord. Donc, les opérateurs, ils ont vraiment un système de l'exploitation avec une fiche de main courante, avec tous les événements qui remontent, aussi bien tunnel que voie ouverte. Il y a un véhicule qui a arrêté, il y a quelqu'un qui a appelé à une borne, etc., etc. Et donc, eux, ils vont gérer ça comme ça, avec l'ensemble des choses. Nous, on a eu, parce que c'est notre expertise, à rénover les interfaces pour l'aide à l'exploitation des tunnels.
Donc, ce projet de rénovation, en fait, on passait d'un client lourd, qui était écrit en 94, d'accord, avec un langage propriétaire, le design des écrans, il n'y a plus qu'une personne qui est bientôt retraitée, qui sait le faire. C'était vraiment du client lourd, donc il y avait des tâches qui étaient écrites en C, qui étaient déployées sur le poste opérateur lui-même, sur lequel il y avait le système de l'exploitation. C'était une communication par socket. Le nouveau système vers lequel on a travaillé, c'était d'avoir un client léger, développé en Java, une IHM qui était beaucoup plus facilement paramétrable, de faire de la communication asynchrone. Et donc ça s'inscrivait, cette rénovation des IHM, dans la rénovation globale du système de l'exploitation du client. Donc on est passé de cette belle, superbe interface un peu datée à quelque chose qui est un petit peu plus joli, qui n'est pas toujours super sexy. Vous allez me dire, ouais, ça reste du gris, du machin, etc. Et bien en fait, c'est bien le problème quand on travaille avec des industriels, c'est que une IHM industrielle, elle doit être grise. C'est gris sur gris. Hein. On a réussi à leur mettre un peu de bleu, mais globalement, ils aiment bien ce rendu-là. Ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas trop les dérouter avec plein de couleurs jolies, parce qu'en fait, eux, ils sont tellement habitués à leur process que ce qu'ils veulent voir, c'est pas que le fond, il est beau, il est rose, il est vert, il est violet. Ils veulent voir que lui, il change. Que lui, il marche plus. C'est ça qui les intéresse. Donc, il a fallu qu'on reprenne exactement les mêmes codes visuels sans trop les déranger. Donc, je ne sais pas si je leur reparle après. Bon. Donc ça, c'est la partie front. C'est de l'Angular. Les fonds de plan, c'est des SVG. D'accord. Toutes les positions des équipements, c'est aussi des SVG. Et en fait, on change le style des SVG quand on reçoit un changement d'état, tout simplement. Et tous ces fichiers SVG, ces changements d'état, etc., c'est tout piloté par le back-end, ce qui fait que le front ne connaît pas grand-chose. La première chose qu'il fait, c'est qu'il télécharge ces fonds de plan et après, il les anime. Donc ça, c'est pour un ouvrage. L'exploitant pour lequel on a fait le projet, il n'en avait pas un, il en avait une vingtaine. Pour chaque ouvrage, il y a des vues différentes en fonction de ce qu'on veut savoir. Est-ce qu'on veut s'occuper de la signalisation? Est-ce qu'on veut s'occuper de la ventilation? Est-ce qu'on veut s'occuper de l'énergie, etc. Donc, on multiplie en fait les vues par le nombre de domaines à gérer, par le nombre de tubes. Il y a des tunnels qui n'ont qu'un seul tube, il y en a qui en ont deux. Il y en a qui ont le tube, dans un sens, il a deux voies de circulation, dans l'autre sens, il en a trois. Des fois, il y a une voie, etc. Donc, on peut même pas en fait généraliser. Chaque fond de plan pour chaque tunnel est différent. Et puis, bien évidemment, il a fallu afficher les données qui arrivent. Il faut que ça arrive en temps réel. S'il y a un incendie ou s'il y a un anémomètre qui dit attention, il y a trop de vent, il faut qu'il l'ait tout de suite. Et il ne faut pas que ça arrive 3 ou 4 secondes après. Donc, au niveau du back-end, je ne vais pas m'occuper du front parce que je ne suis pas très développeur front. Mais bon, au niveau du back-end, on a fait un truc classique, Spring Boot, Maven, etc. Et donc, pour afficher les données en temps réel, on s'est dit, bah, c'est cool, on va mettre un cache de données. Et ce qu'on s'est dit, c'est que vu qu'ils veulent du temps réel, en fait, on va mettre un cache de données type Redis. C'est-à-dire que la supervision, elle va nous envoyer des changements d'état. On va les mettre dans Redis. Redis, il voit que tel équipement a changé d'état. Et du coup, il va notifier la suite pour que l'IHM se mette à jour. Et là, on arrive dans le truc de se dire, ah, OK, mais si je perds mon Redis, qu'est-ce qui se passe? Du coup, mon IHM, elle n'a plus rien, elle est complètement aveugle. Donc, du coup, ce qu'on s'est dit, c'est que, bah, en fait, non. Effectivement, la supervision, elle a envoyé des données dans notre cache Redis. En fait, c'est l'IHM, quand elle se connecte, elle va chercher dans le cache Redis si, pour la vue qu'elle veut afficher, elle a déjà des données. Si elle a déjà des données, elle les affiche. Et si, en parallèle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit à la supervision, eh bien, je suis en train de travailler sur tel écran. Je suis en train de travailler sur tel écran, par exemple, sur le projet, je sais pas, le tunnel Tartampion, le tunnel de la Croix-Rousse, par exemple, à Lyon. Et ce que j'ai affiché, c'est l'éclairage. Donc, en fait, il donne ça à la supervision lui renvoie toutes les données qui concernent l'éclairage pour ce tunnel-là.
Donc, elle les affiche, et en même temps, bien évidemment, ça continue à tomber dans le Redis. Ça permet aussi que si personne n'est connecté, eh ben, le cache, il est quand même alimenté régulièrement par la supervision. Le collègue qui arrive, qui se connecte, qui prend son poste, il se connecte, il a déjà une partie des données qui sont affichées. Le fait de redemander à chaque fois que quelqu'un se connecte ou dès qu'on change d'écran aussi, ça permet de gérer le rafraîchissement des données qui sont dans le Redis. On ne gère pas de time to live, par exemple, sur les données ou des choses comme ça. On devrait peut-être, mais pour l'instant, ça marche très bien comme ça. Et donc, quand on a commencé à partir sur cette solution, la question c'est, OK, donc on a notre connecteur qui va recevoir des données de la supervision. Il faut que je les envoie à l'IHM. Il faut que je les mette dans le connecteur Redis. Ah, mais attends, comment je fais? Est-ce que je mets d'abord dans le connecteur Redis et puis après, je notifie l'IHM? Ah oui, mais si le Redis il me répond pas ou machin, etc. En fait, on s'est retrouvé, on a commencé à développer, puis il y a un sac de nœuds qui s'est mis en place. On avait une grosse adhérence entre tout et on ne voyait pas trop comment s'en sortir. Jusqu'à ce qu'on se dise, en fait, les données qui nous remontent du terrain de la supervision, c'est juste un événement. Et dans Spring, il y a Spring Event qui nous permet, quand on reçoit la donnée, on envoie un événement dans Spring. Et puis, ceux qui sont intéressés pour le récupérer, ils le récupèrent. C'est relativement simple en Spring. Il suffit de déclarer dans celui qui va envoyer de déployer un event publisher. Et après, celui qui doit recevoir, il suffit juste qu'il implémente une méthode qui prend en paramètre un event, l'event de type qu'on a mis, et elle est notifiée, elle est déclenchée. Donc ça nous a permis de couper pas mal de problématiques. Comment je gère tous mes données, et la partie stockage en cache et la partie directement notification d'interface, elles sont vraiment séparées et elles fonctionnent de manière complètement séparée. S'il y en a une qui tombe, l'autre continue à marcher. Sauf que du coup, il a fallu faire en sorte que notre IHM, elle aussi, elle soit notifiée en direct d'un changement d'état. Donc là, c'est facile, il y a WebSocket qui existe, qui marche très bien. Sauf que notre opérateur, quand il est sur un écran, il n'est pas sur un écran, il reçoit toutes les données qui concernent le tunnel sur lequel il est en train de travailler. Lui, ce qui l'intéresse, c'est juste d'avoir les données d'éclairage, les données de signalisation. Donc en fait, on a utilisé une bibliothèque qui s'appelle Stomp, qui existe sur Spring et en Angular, où en fait, on va indiquer que c'est du publish and subscribe en fait sur des WebSockets. C'est-à-dire qu'on publie sur un certain topic, et du coup, notre front, lui, il sait qu'il a affiché par exemple la partie éclairage, et donc il sait qu'il va s'abonner à l'éclairage pour tel tunnel. Il s'abonne à 2-3 autres trucs parce qu'il y a des choses à afficher, des décorateurs autres dans l'IHM. Donc il s'abonne à tout un tas de topics, et en fait, c'est la bibliothèque qui se charge de savoir à qui elle va distribuer, en fait, sur quel socket elle va émettre. Au début, on avait commencé à faire ça à la pogne, et finalement, on s'est dit, mais pourquoi réinventer quelque chose qui existait, qui marche très bien? Du coup, Stomp, ça a bien répondu à notre problème. Donc, on avait résolu le problème de notre stockage en cache, ça marche bien, notre affichage vers l'IHM reçoit bien la donnée qui doit répondre, sauf que comment on sait que la donnée qu'on reçoit, eh ben, elle concerne tel domaine? Est-ce que c'est de l'éclairage? Est-ce que c'est de l'équipement? Est-ce que ça concerne notre tunnel, etc. Donc, c'est un système qui datait d'il y a longtemps. Et en fait, ça, c'est les trames qu'on reçoit. Donc, on est vraiment sur des trames à l'ancienne, avec des en-têtes. Le début, c'est une commande. Après, par exemple, on sait que le 1, par exemple, là, eh ben, on sait que c'est pour la signalisation. Et du coup, derrière, on sait la structure du message qui va être là. Je vous rassure, quand vous faites de la signalisation ou de l'éclairage ou autre chose, ce n'est pas le même domaine, pas le même message. Donc là, par exemple, on est sur de la signalisation.
31, c'est la commande à exécuter sur le système qui va recevoir notre commande, genre un identifiant de Proxlog, par exemple, dans notre cas qui nous intéresse. Le 7, c'est pour dire, c'est sur ce tunnel-là, en particulier. Les 20, c'est pour dire, c'est des panneaux à messages variables. C'est ce qu'on a vu au début en tête de tunnel. Les panneaux avec 3 ou 4 lignes. On vous dit, attention, bouchon, roulez moins vite, etc., etc. Pas de téléphone au volant, ce genre de choses. Ensuite, 320, 520, c'est les identifiants du panneau qu'il faut faire bouger. Pardon. Le 1, c'est l'identifiant de message. En fait, c'est assez rare sur les autoroutes que les panneaux messages variables ils soient complètement paramétrables. C'est-à-dire qu'on ne leur envoie pas une chaîne de caractères affichée. Eux, ils ont une bibliothèque de messages. Et on leur dit juste, t'affiches tel numéro de message. Et eux, ils ont dans leur bibliothèque, ils vont chercher le numéro de message et ils affichent ce que tu leur demandes. Et puis après, on a la fin de message, etc. Donc voilà. Il a fallu qu'on fasse toute une rétro-engineering sur tous les messages qui nous arrivaient pour savoir comment les découper et savoir justement à qui on allait s'adresser après par la suite. Donc quand ça arrive, on découpe et on va créer des enregistrements dans le cache pour dire j'ai un enregistrement pour le PMV numéro 320 par exemple. Maintenant, il affiche le numéro 1 dans le tunnel 7. Donc après, quand quelqu'un se connecte et qui travaille sur le tunnel 7, il va interroger le cache et c'est quelle icône il faut qu'il mette en face pour le PMV. Une autre chose qui était un petit peu compliquée, c'était la génération des vues. Je vous ai dit, les vues, c'est des SVG. Chaque fond de plan est différent parce que chaque tunnel est différent. Il n'y en a pas un qui se ressemble. Donc, il faut générer le SVG. Il faut générer les emplacements des équipements, où est-ce qu'on les met sur l'IHM, et il faut leur indiquer quelle valeur ils peuvent prendre. C'est-à-dire que quand je vais te dire que tu as le message 1, bah, il faut que tu affiches tel message, par exemple. Là, au début, on s'est dit, voilà, ça va être infernal, ça va être une horreur, il va y avoir de la rétro-ingénierie à faire à fond. Sauf que nos collègues qui s'occupaient de l'application avant, ils avaient bien fait les choses. Ils avaient une base de données de référence où tout était stocké. Donc nous, on a juste eu à lire la base de données, à faire une petite moulinette, et ça nous génère nos SVG. On a passé un peu de temps à faire ça, mais l'avantage, c'est qu'une fois que c'est là, on a juste à relire la base. Si on veut régénérer les SVG, on a juste à relire la base de données. Le traitement, il ne prend même pas une minute. Et du coup, on a nos fonds de plan et nos animations d'équipement qui sont là. Et ça, je dois vous avouer que ça nous a bien soulagés. Surtout là, maintenant, on est en train de réfléchir à déployer ça chez d'autres clients. Et l'intérêt, c'est que on va juste peupler notre base et tout se fera tout seul. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On était bien contents. On s'est aperçu que même les gens en 94, des fois, quand ils réfléchissaient, ils savaient bien faire les choses. Peut-être même mieux que maintenant. Donc, en termes d'architecture, on a ça, en fait. On a nos IHM qui travaillent soit en HTTP, soit en WebSocket pour avoir des notifications en temps réel avec le back-end. Notre cache Redis, nos fichiers SVG. Et je vous ai mis là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une API pour se connecter en fait, au système qui nous envoie les données. À l'origine, c'était des sockets. Donc, on a développé notre API. Et ce qu'on a fait, c'est la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a créé un connecteur qui lisait la socket et qui travaillait ensemble. Sauf que dans le même temps où nous, on rénovait les IHM pour ce client-là, lui, il a rénové son socle en dessous. Et du coup, on est passé après d'une socket à quelque chose qui ressemble un peu à du JMS, du messaging, des choses comme ça. Donc, ça nous a vraiment permis de faire cette API, là, une espèce d'architecture à moitié hexagonale, un truc un peu hybride, etc., comme ça, de pouvoir assez facilement faire évoluer notre connecteur pour récupérer les données terrain. Ça nous a permis aussi, parce que vous supposez bien que ce genre d'IHM, on ne dit pas au client, tenez, ça y est, on a fait ça, vous pouvez mettre en exploitation. Non, il y a une énorme phase de vérification, de validation, etc. Et donc, on se voyait mal aussi simuler
dans notre connecteur tous les changements possibles d'état pour tous les équipements de tous les ouvrages, de tous les domaines. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a écrit un simulateur. On a un simulateur qui lit dans la base de données tous les équipements, toutes les valeurs possibles qu'ils peuvent avoir, et qui envoie ça à notre appli. Et surtout, ça nous a permis d'écrire un connecteur au PC. Je ne sais pas si vous vous souvenez le schéma que j'avais mis au début sur comment ça marchait avant. Là, vous voyez que entre les automates et le SAE, il y avait la supervision. Et sauf qu'à un moment donné, ils nous ont dit, OK, c'est cool, mais qu'est-ce qui se passe si notre supervision, elle tombe? Donc là, on leur a dit, bah, pas de problème, on va vous développer un connecteur au PCUA. Du coup, ils ont un connecteur au PCUA, ce qui leur permet d'avoir une application dégradée. Le seul inconvénient, c'est qu'on est connecté directement aux automates. Ça veut dire que aujourd'hui, dans chaque local technique de chaque tunnel qu'ils ont, en fait, ils ont un poste de SAE qui est connecté directement à l'automate en OPCUA et qui leur permet d'avoir une gestion dégradée de leur tunnel. Donc ça, c'est plutôt pratique. C'est eux qui nous l'ont demandé. On a chiffré beaucoup parce qu'on a dit ah, c'est chiant, ça va être compliqué à faire, etc. En fait, on a juste développé un connecteur OPCUA et ça marche tout seul. L'intérêt que ça a, c'est que avec ce type d'architecture, si on décide de déployer ça chez un autre client qui, lui, a un autre moyen de communication qui n'est pas de la WebSocket, qui n'est pas du JMS, qui n'est pas de l'OPCUA, de faire remonter ces informations au terrain, on a juste à écrire un connecteur et le reste de l'application continue à vivre sa vie de la même manière. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait pris en compte très en amont dans le design de l'application et on est bien content de l'avoir fait. En termes de résilience, alors là, je m'aventure sur un terrain qui n'est pas forcément le mien, parce que ça, c'est du domaine de l'exploitation du client. Donc, ce que je vous expose là, en fait, c'est des données qu'on a reçues de leur part. Il n'y a pas vraiment de choses formelles, etc. Mais, a priori, ça marche comme ça. Aujourd'hui, les équipements dynamiques, en fait, ne sont pas reliés à un automate. Ils sont reliés à deux automates. C'est doublonné, en fait. C'est redondé. Ce qui fait que s'ils perdent un automate, c'est l'autre qui prend le relais. Chaque automate est relié à une instance de supervision. C'est un sidecar, en fait. C'est que si le serveur OPC tombe, en fait, c'est serveur OPC plus supervision et il redémarre celui qui est en backup. Donc ça marche plutôt bien. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a une des deux lignes là, qui tombe, ils ont quelques minutes où ils n'ont pas du tout d'exploitation. Ça reste acceptable. C'est le client qui nous demande ça. C'est l'exploitation du client. Donc pour l'instant, ça marche. Au niveau de nos applis, ce qu'on sait, c'est qu'ils ont 3 sites. Ils ont 2 sites qui gèrent chacun une section géographique de l'ensemble de leurs autoroutes et tunnels. Donc ils ont 2 sites. Chaque site étant relié à... Là, j'ai mis une supervision, mais en fait, on a vu qu'il y en avait 2. Donc qui remonte de l'info sur chaque site. Et ils ont un site de backup qui, lui, sait parler avec les 2 autres sections d'autoroute. Ce qui fait que s'ils perdent un site, en fait, il y a le site de backup qui peut quand même intervenir dans la mesure où les supervisions sont là. Au niveau de chaque site, là c'est pareil, c'est eux qui exploitent. Donc ce que je vous dis, c'est à prendre vraiment avec énormément de pincettes. Il semblerait qu'ils soient sur une redondance. Pareil, il y a 2 instances de l'applicatif, un load balancer, un failback. S'il y en a une qui n'est plus là, le trafic est redirigé sur l'autre, etc. Ce même client, on est en train d'intervenir sur une autre application pour eux. Il semblerait qu'ils soient en train de basculer vers des architectures type cluster Kubernetes et des choses comme ça pour gérer un petit peu ça. Bon, à voir comment ça va tourner par la suite. Quoi qu'il en soit, à aujourd'hui,
moi, je n'ai pas connaissance qu'il y ait eu des grosses pertes d'exploitation, soit parce que notre application est tombée, soit parce que la supervision est tombée. S'il y a de la perte d'exploitation, c'est un peu plus loin. Mais grosso modo, il n'y en a quasiment pas. Enfin, je vous rassure, vous pouvez prendre l'autoroute en toute sécurité, il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait pour ce client-là. Donc, il est relativement content. Il est même tellement content qu'il nous a dit « Ah, c'est cool, c'est super beau vos IHM, mais en fait, vu que vous savez afficher l'état synthétique d'un tunnel, en fait, vous allez savoir afficher équipement par équipement l'état d'un tunnel. En gros, vous saurez faire notre supervision. Donc, est-ce que vous ne voulez pas nous réécrire un logiciel de supervision? Parce que nous, le logiciel qu'on utilise, à la fin de l'année, l'éditeur il met la clé sur la porte et on n'en a plus. Donc, c'est pour ce projet-là de logiciel de supervision qu'on est en train de travailler sur passer sur des clusters Kubernetes et des choses comme ça. L'autre chose que je ne vous ai pas dit, c'est que chez Enfrasys, en fait, on est une filiale du groupe Vinci. Et dans Vinci, il y a Vinci Autoroute. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir déployer cette solution-là sur d'autres clients de Vinci Autoroute. Le premier client, c'était déjà du Vinci Autoroute. Il ne s'appelle pas comme ça, mais c'est une filiale du groupe Vinci Autoroute. Donc, voilà les deux. Pour le logiciel de supervision, on se repose sur exactement la même stack technique, le même type d'architecture, avec un Redis au milieu pour gérer une base de données un peu temps réel comme ça, et puis des composants annexes qui vont calculer les alarmes et ce genre de choses. J'ai fini toute la partie technique et la partie du dev qu'on a fait pour essayer de vous expliquer un petit peu comment, en fait, dans un tunnel routier-autoroutier, la sécurité des usagers, elle est gérée, que ce soit au niveau du matériel et des logiciels. Mais en fait, la sécurité dans un tunnel, c'est rare que ce soit dû à un défaut d'affichage d'un équipement ou une barrière levée qui ne devait pas être levée, des choses comme ça. Souvent, c'est une faute humaine, un accident, des choses comme ça. Donc, le meilleur moyen pour assurer vos déplacements dans un tunnel, c'est de respecter les consignes de sécurité qui sont affichées en tête de tunnel. Si vous voyez qu'il y a une croix rouge, c'est très certainement qu'il y a un équipage qui est en intervention en balisage, donc décartez-vous. Chez Vinci Autoroute, depuis le début de l'année, pas sur les tunnels, mais sur Vinci Autoroute, il y a plus de 60 accidents qui impliquent les véhicules que vous voyez, les petits véhicules qui interviennent. Donc faites super gaffe, respectez le corridor de sécurité, il y a des affiches partout. Si vous voyez un véhicule arrêté, vous décalez, vous laissez nous voir. Merci pour mes collègues. On a eu à déplorer un mort quand même, là, pas loin, vers, je crois que c'était vers Nice ou Monaco. Il pleuvait, il y avait un véhicule arrêté, il y a un patrouilleur qui est arrivé, qui s'est mis en place, etc. Et il y a une voiture qui est arrivée à fond, qui n'a pas du tout respecté le balisage, qui a fauché tout le monde. Et notre collègue patrouilleur est décédé, malheureusement. Donc, merci pour eux de respecter les signalisations. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un peu de feedback sur l'appli de Riviera Dev. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Quand il y a un équipement qui tombe en panne, il y a un délai pour le remettre en fonction. En fait, ça dépend énormément du type d'équipement. Si c'est un luminaire qui lâche, on va se poser la question de savoir est-ce que ça va gêner l'automobiliste. Si c'est un accélérateur, c'est de la même manière. Et après, ça va dépendre aussi de quel type d'intervention ça nécessite. Changer de motorisation sur une barrière, par exemple, qui se lève ou qui se baisse, c'est assez rapide, c'est assez simple. On peut le faire sous balisage. Donc là, on peut imaginer d'avoir une intervention qui se fait dans la journée, par exemple.
sur un accélérateur, c'est une opération qui est beaucoup plus lourde, qui se planifie. Déjà parce qu'il n'y a pas du spare d'accélérateur partout. Donc, il faut recommander des pièces. Il faut voir avec le planning de l'entreprise qui va intervenir pour monter ça. C'est des entreprises qui sont spécialisées là-dedans avec des équipements spécialisés. Parce que ce n'est pas juste une nacelle. Une nacelle, c'est bien pour celui qui intervient dessus. Sauf que là, il faut monter les mecs qui vont serrer les boulons. Mais il faut monter l'équipement. Donc, c'est vraiment des équipements très particuliers. Et en général, vu que c'est au milieu des voies, ça se fait en fermeture complète. Et une fermeture complète, c'est pareil, ça ne s'improvise pas. Donc, c'est vraiment, ça dépend énormément de quel équipement est en jeu. Non, le legacy, c'était du langage propriétaire, quelques routines en C, et c'était juste pas possible qu'on a fait une grosse rétro-ingénierie pour essayer de comprendre comment ça marchait. Parce que même les gens qui pensaient savoir comment ça marchait, quand on a commencé à faire la rétro, on s'est aperçu que ah, mais en fait, ça marche comme ça. Ah, bon, voilà. Donc, non, on n'a rien repris du tout. On a vraiment. Ouais, ouais, ouais. On était obligé de. Pas de réinventer, parce que l'avantage, c'est qu'on avait l'existant. Mais par contre, en termes techniques, on n'a rien pu réutiliser du tout. On n'est même pas. Là, on est en client léger, alors qu'ils étaient en client lourd. Ils utilisaient beaucoup de choses qui étaient des tâches qui tournaient vraiment sur le poste de l'opérateur, alors que nous, pas du tout, en fait. En termes d'architecture, rien à voir. Logique métier, c'est la même. On ne peut pas la changer, la logique métier. Il ne faut surtout pas la changer. C'est des gens, ils sont tellement habitués, en fait, ils sont tellement habitués à leurs écrans, c'est qu'eux, ils le regardent comme ça, mécaniquement, en fait. Et s'il y a un truc qui clignote, ils le voient tout de suite. Donc si toi, tu as mis un truc pour faire joli qui clignote en haut à droite, en fait, eux, ils vont le voir et ils vont se dire, mais pourquoi lui, il clignote? En fait, c'est pour ça que très souvent, c'est des tons assez neutres. C'est pour que vraiment, s'il y a un problème, ça pop et ça saute tout de suite aux yeux. Non, pas redonder. Tu regarderas, les rampes d'accélérateur, par exemple, sont toujours par deux. Ouais. Ouais. Mais autrement, tu vois, pour des lampes, pour un capteur de pression et tout, non, c'est pas redondé en fait. Le truc, c'est que la supervision, elle va aussi te dire si le. Parce qu'en fait, elle va essayer d'envoyer un mot de vie à cet équipement-là. Et si l'équipement pas. Voilà. Si l'équipement ne répond pas, en fait, on va avoir une alarme qui va nous dire attention, moi j'ai essayé de faire quelque chose sur cet équipement et cet équipement n'a pas répondu. Donc, il faut peut-être aller voir. Des fois, c'est juste une connectique qui s'est débranchée à cause des vibrations ou un fil qui s'est usé ou on a eu le cas, il y a des rats dans les tunnels et des rats qui avaient bouffé des fils, par exemple, des choses comme ça. Donc, si tu veux, des fois, c'est pas grand-chose. Et la supervision, elle permet justement d'avoir toutes ces remontées d'informations-là pour savoir exactement, pas seulement dans quel état la dernière commande que je vais passer, mais aussi est-ce que mon équipement fonctionne. Non, jamais. Jamais. Euh, L'idée, c'était de savoir est-ce qu'il y a une espèce d'intelligence et de choses comme ça. En fait, non, non, il n'y a pas ça, en fait. Aujourd'hui, c'est vraiment, en fait, ce qui se passe, c'est que très souvent, quand tu as un type d'alarme comme ça, un truc qui bagote, tu vas avoir quelqu'un qui va aller sur place pour voir ce qui se passe. Par exemple, on a eu le cas sur une niche de sécurité, en fait. Tu as un capteur de porte ouverte pour fermer pour savoir si quelqu'un est rentré dans ta niche de sécurité. Et sur une des niches, en fait, la porte, elle avait un peu de jeu. Et chaque fois qu'il y avait un camion qui passait, une voiture, ça allait bien. L'appel d'air du camion, la porte, elle faisait comme ça. Et à chaque fois, tu avais l'équipement qui disait ouvert, fermé, ouvert, fermé.
Et ça, tu ne peux pas inhiber, par exemple, cette alarme-là. Parce que le jour, il y a vraiment quelqu'un qui rentre dans ta niche de sécurité, tu n'es pas au courant. Donc là, ce qui se passe, il y a quelqu'un qui va sur zone, qui regarde ce qui se passe, et qui dit « Ah bah oui, effectivement, c'est parce que ma porte, elle joue ». Quand tu as un capteur de vibration qui commence à dire « Attention, là, c'est pas normal », c'est pareil. Tu vas envoyer quelqu'un sur zone. Ça se trouve, c'est juste ton capteur qui vibre. C'est pas l'accélérateur. Ton capteur, il est mal fixé. Et c'est lui qui vibre. Donc tu vois, il faut savoir si c'est lui qui vibre, si c'est celui auquel il est asservi qui vibre. Et en fonction de ça, est-ce que juste si je resserre, enfin, je schématise, mais juste le fait de resserrer en fait les fixations, ça suffit, ou si c'est quelque chose qui est beaucoup plus important en termes d'intervention à faire, est-ce que c'est les scellements dans les parois du tunnel qui sont défaillantes, est-ce que c'est l'équipement lui-même qui est défaillant, etc. Et ça, il n'y a qu'un humain en étant devant l'équipement qui est capable de le faire. Non, intervention. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que typiquement pour un incendie, tu vas avoir des opacimètres dans le tunnel qui vont dire attention, là, l'air devient trop opaque. D'accord? Donc, tu as une première remontée d'alerte. Parallèlement à ça, tu as une DAI, tu as une détection automatique d'incident, qui, elle, se base sur des caméras et d'analyse d'images, qui va dire là, effectivement, au même endroit ou juste à côté, il y a un véhicule qui est arrêté. Qui est arrêté, il n'arrive pas à détecter le feu, par exemple. Et donc là, en fait, l'opérateur, ce qu'il fait, c'est qu'il a un mur d'image et il va dire affiche-moi telle caméra sur le mur d'image. Et donc lui, en fait, il va afficher le mur d'image, il va afficher les caméras qui sont à côté, il va regarder toutes les alarmes qu'il a reçues et en fonction de tout ça, en fait, il va dire oui, effectivement, il y a un incendie, j'arrête. Alors l'incendie, je ne sais pas si... Ouais, juste le finis sur l'incendie. En fait, dans l'IHM, ils ont ce qu'on appelle un bouton coup de poing, un gros bouton. Là, il n'est pas gros bouton rouge, mais c'est un gros bouton rouge. Et en fait, dès qu'ils ont un doute, ça entraîne la fermeture du tunnel. Donc, si tu veux, tu ne peux pas le confier à une IA, par exemple, parce que si tu as un faux positif, tu vas fermer un tunnel alors qu'il n'y aurait pas eu matière à le fermer. D'accord? Voilà. Par contre, dans leur SAE, il y a un moteur de règles, en fait, qui dit si j'ai telle et telle alarme, voilà les choses que tu as à faire, à dérouler, en fait, à vérifier pour vraiment indiquer quel est le type d'incident. Je vais garder mon casque et mon gilet un petit moment s'il y a des questions au café ou ailleurs.